3, 2, 1... Salut l'équipe, la forme, moi j'avoue, vu ce que montent les Sixers en ce moment, ça pourrait aller mieux, mais bon, ça fait partie du jeu et c'est pas le sujet. Aujourd'hui on va plutôt évoquer un mec à qui tout semble sourire en ce début de saison, Ja Morant, en mode coast to coast. Là, le mec, depuis la reprise, suscite une hype pas possible. Au bout d'à peine 3 matchs joués, sur les réseaux, je recevais des messages pour me dire qu'il allait devenir MVP. Vous êtes des fous, la team. Mais en même temps, je vous comprends, vu comment le gars step up chaque année, on dirait qu'il n'a aucune limite. C'est un truc de grand malade. Voilà pourquoi, mercredi, via les votes sur Twitch, vous avez décidé de partir vers ce sujet-là. Alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Jusqu'où peut aller Ja Morant ? Comme d'hab pour ce genre de sujet, ce que j'aime bien faire pour commencer, c'est planter le décor, parler du parcours du joueur en question. Et là, le premier truc à signaler, c'est que le jeune Ja est né dans une famille de grands sportifs. Sa mère était dans l'équipe universitaire de softball, tandis que son père, basketteur, lui, était un coéquipier de Ray Allen à la fac. Si une carrière en Europe aurait pu tendre les bras au paternel, il a cependant décidé de tout mettre de côté lorsqu'il a appris qu'il allait devenir père, se reconvertissant en tant que barbeur. Mais couper des cheveux ne l'a pas empêché d'être présent pour son fiston et de lui enseigner les bases du basket dans le jardin. Voilà pourquoi le petit Ja arrivait bien souvent bien armé lorsqu'il affrontait des ados bien plus vieux que lui sur les playgrounds du quartier de la ville de Dalzell. Quand on sait que le comté présentait alors l'un des taux de criminalité les plus élevés des États-Unis, on se dit qu'il fallait les avoir bien accrochés pour aller affronter ses aînés sans aucune crainte. Mais Ja y allait, pas de soucis. C'est avec ce bagage important que Morant a rapidement fait partie des meilleurs de son lycée et a pu jouer en AAU dans diverses sélections, lui ayant permis notamment pendant une saison d'être le coéquipier de Zion Williamson, drafté la même année que lui, juste avec le pic précédent. Sauf que bien qu'il ait tout pété en high school, beaucoup de recruteurs s'inquiétaient de son physique frêle. Sa principale offre de division universitaire provenait de Murray State, une mid-major peu réputée mais qui vraiment tenait à lui et qui était prête à lui offrir une bourse. L'anecdote est d'ailleurs assez cool, car sans un coup du sort plutôt accidentel, l'actuel meneur des Grizzlies ne l'aurait probablement jamais eu cette bourse. James Cain, assistant à Murray State, était parti à un camp de basket pour observer un joueur en particulier, mais lorsqu'il est allé se chercher un sandwich sur un terrain annexe, il a aperçu Ja jouant en 3v3 avec des potes. Et là, il s'est dit qu'il allait en faire sa future star. Ce fut un énorme coup de foudre. Voilà comment le meneur fait ses débuts à la fac, tout d'abord dans un rôle d'organisateur, qui fait avant tout jouer les autres. Cela lui vaut, après sa saison freshman, d'être directement invité au camp Chris Paul, réservé aux jeunes meneurs élites. C'est ainsi que pour sa deuxième saison de fac, il arrive complètement transformé. Avec les départs de certains joueurs majeurs, il se met à prendre la responsabilité du scoring, continue à distribuer, atteint les 40 points et enchaîne même quelques triples-doubles dans des gros matchs, notamment à la March Madness. Il explose tout plein de records de sa fac, et logiquement, avant sa draft, sa cote grimpe en flèche. Il faut dire qu'à l'issue de cette campagne, il devient le premier joueur de toute l'histoire de la NCAA à terminer un exercice à plus de 20 points et 10 passes décisives. Ouais, plutôt pas mal quand même. Le mec, en à peine quelques années, a juste levé tous les doutes que l'on pouvait placer en lui. Pourtant, lorsqu'il a été choisi en position 2 en 2019 par les Grizzlies, juste derrière son ancien teammate Zion Williamson, certains n'hésitaient pas à dire que c'était une grosse erreur. Comme par hasard, aujourd'hui, on ne les entend plus, ceux-là. Et pourquoi on ne les entend plus? Parce que là, les Grizzlies, qualifiés en playoff l'année passée, ne font plus rire personne. Pour Ja Morant, c'est la même. Il a été Rookie of the Year à l'issue de sa première saison et depuis, il continue son ascension. Plus que ses dunks exceptionnels capables d'électriser toute une foule, je veux retenir qu'il est devenu un joueur létal, capable de cumuler 105 points, soit 35 de moyenne sur les 3 premiers matchs de la saison en cours. Tout ça accompagné de 8 passes. Qui aurait pu imaginer qu'un gamin dont la carrière a probablement été sauvée par un sandwich arriverait un jour jusqu'à ce niveau? Et pourtant, il y a encore quelques mois, beaucoup se moquaient de lui encore quand il affirmait qu'il était dans le top 5 des meilleurs meneurs de la ligue. Et maintenant, ceux qui se moquaient à l'époque, on les voit faire les comptes là pour réfléchir à combien il se place, Ja, en disant que finalement le point guard n'était peut-être pas si loin de la vérité. Alors que s'est-il passé en 2 ans pour qu'il réussisse à atteindre ce niveau exceptionnel? Eh bien, évoquons sa saison rookie là pour commencer. Là on va aller vite en fait, parce qu'avec un Zion Williamson qui a été absent pendant les 3 quarts de la saison, soyons clairs, tout le monde n'avait Dieu que pour Ja. Capable de tourner sur toute la campagne à 18 points et 7 passes et même de faire des triples-doubles, il écarte directement toute la concurrence, étant élu sans trop de débat possible rookie de cet exercice raccourci par le virus. Tout au long de la saison, ce que j'ai aimé c'est qu'il a développé ses qualités de leader, s'imposant de plus en plus comme une star en devenir. À Memphis, on en était désormais persuadé, on avait mis la main sur une pépite. Sauf que faire des
des choses individuelles, c'est bien, mais ensuite il fallait viser plus haut, et notamment essayer d'accrocher les playoffs. Parce que ouais, l'élimination dans la bulle face aux Blazers lors du play-in pendant la première saison de Ja a laissé un goût amer à beaucoup de monde. Désormais, il fallait réussir à y participer à cette foutue post-season, et soyons clairs, c'était le seul et unique objectif de Ja pour sa saison sophomore. Et attention spoiler, il a réussi, avec la manière. Pourtant, lors de cette deuxième campagne, tout n'avait pas forcément commencé de la meilleure des façons. Après un season opener incroyable à 44 points et 9 passes où tout le monde parle de lui, il se blesse sévèrement à la cheville dans la même semaine et manquera quasiment un mois de compétition. Y a pas à dire, c'est un vrai coup d'arrêt quand l'on possède de tels objectifs à la fois individuels et collectifs. Et à son retour, on peut le comprendre, il lui faut un peu de temps pour se réadapter, mais heureusement, peu à peu, il retrouve son rythme avec 2 matchs coup sur coup à 35 points en mars par exemple. Mais fail, cela ne suffit pas pour qualifier les Grizzlies directement en playoff parce qu'ils se retrouvent à la 9ème place de la conférence Ouest. Mais ouf, voilà le play-in. Ce nouveau format convient donc tout à fait à l'équipe du Tennessee, mais il faudra quand même y remporter 2 matchs et la mission s'annonce compliquée. Si sa saison à 19 points et 7 passes fut correcte sans être exceptionnelle, c'est à ce moment-là que le meneur décide d'enclencher la seconde. Après avoir écarté les Spurs avec 35 points pour l'ultime match de barrage face aux Warriors de Stephen Curry, Morant qualifie les siens après prolongation et accomplit son plus gros objectif, atteindre enfin les playoffs. Franchement, bravo, quel accomplissement pour le sophomore, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il va s'arrêter là? Ok, les Gris se sont fait éliminer en 5 matchs dès le premier tour face au Jazz qui était premier de la conférence, mais peut-on en vouloir à Ja qui sur la série a tourné à 30 points et 8 passes avec une pointe à 47 unités? Clairement pas, non. Le meneur a tout donné et a fait tout ce qu'il a pu pour porter son équipe le plus haut possible. Franchement, je le répète, mais vraiment gros applaudissements pour lui. Ça se sentait, on avait l'impression que Ja avait attendu ce genre de moment depuis sa naissance. Plus le niveau de compétition est élevé et plus il paraît capable d'élever son niveau de jeu, c'est ouf. Mais justement, son jeu sur le terrain, il est comment? Eh bien le premier aspect que j'aimerais évoquer, c'est sa création, pour lui mais aussi pour ses coéquipiers. Lorsqu'il a la balle, tout paraît fluide, il se déplace sur le terrain avec aisance et rapidité, dispose d'un handle soyeux et lève toujours la tête. Cette attitude et son QI basket lui permettent bien souvent de faire les bonnes lectures, et à peine 22 ans, c'est assez hallucinant. C'est franchement agréable à observer. Contrairement à certains scoreurs qui, eux, usent de leur dextérité pour se créer des espaces et marquer des buckets, Ja Morant, lui, brille plutôt par ses choix. Depuis la fac, de toute façon, il le dit, il se définit d'abord comme un passeur, et il prend beaucoup plus de plaisir à délivrer des caviars qu'à marquer des points. De toute façon, vous le connaissez, le vieil adage, hein, une passe décisive rend 2 personnes heureuses, celui qui lâche la balle et celui qui marque, alors qu'un panier en ISO ne fait sourire qu'une seule personne. Le meneur des Grises illustre bien ça, et ses qualités lui ont permis de finir dans le top 10 des meilleurs passeurs de la ligue l'an dernier. Mieux que ça, il était aussi top 5 dans les assist percentage derrière des playmakers élites comme Chris Paul, Luka Doncic, Ricky Rubio et Trae Young. Franchement, rien qu'en vous listant ces noms, ça commence à vous parler, j'espère, non? Le mec est très bon pour passer le ballon. Le seul petit bémol que je mettrais dans ce domaine correspondrait à ses balles perdues. Parfois, il a le vilain défaut de changer d'avis en l'air lorsqu'il commence à prendre un shoot et voit au dernier moment un coéquipier se libérer. Cela se transforme souvent en passe hasardeuse qui peut malheureusement finir dans les mains adverses ou dans les tribunes. Ça, c'est un aspect qu'il doit encore travailler à mon sens. Ralentir un peu parfois et lire avant de jumper, ce sera essentiel. Cette saison, sur ses 5 premiers matchs, il a déjà perdu 27 ballons, soit plus de 5 par rencontre, c'est trop. On peut bien sûr lui trouver de nombreuses excuses au vu de son usage très important dans l'attaque des Grises, mais je reste persuadé que c'est un secteur dans lequel il peut, avec un peu plus de focus et d'expérience, largement soigner ses stats. Parfois, il se met lui-même dans les situations difficiles, et je pense qu'il peut vraiment améliorer ça. Mais bon, ce n'est pas ça non plus qui va être rédhibitoire, tant en plus d'être un très bon passeur, Ja Morant est aussi un scoreur ultra gifté. Même s'il paraît un peu fin au niveau du haut du corps, il compense avec des qualités athlétiques du feu de Dieu, et notamment de la dynamite dans les jambes. Le gars, c'est Astro Boy. Fort de sa grosse détente, il n'a peur de rien, ni de personne. Le contact ne l'effraie pas du tout, et souvent on le voit poser d'énormes tomards sur plus grand, plus fort et plus costaud que lui. Mixez cette qualité de jump avec sa vitesse pour aller au cercle et vous obtenez déjà un excellent slasher capable également d'aller régulièrement marquer ses points sur la ligne des lancers. Paul George, la semaine dernière, qui a été pas mal amené à défendre sur lui, en a bien fait les frais et explique ce qu'il a ressenti à la fin de la rencontre. Il est trop explosif, trop dynamique, il aime partir sur sa gauche, nous le savons, mais il est tellement bon que ça ne suffit pas. Je le comparerai
au D-Rose des Bulls. J'avais défendu sur lui lors de ma saison rookie, et défendre sur Ja est très similaire à ce que c'était face à Derrick Rose. Avec cette capacité à changer de direction, bouger son corps, il nous a rendu les choses difficiles. Il met constamment énormément de pression sur la défense. Ok, peut-être que Paul George a tout dit, sauf que bon, driver et mettre la pression sur le cercle, c'est bien, sauf que en NBA, notamment au 21e siècle, ça ne suffit pas toujours. Pour être un scoreur d'élite, dans cette grande ligue, il faut également être capable de mettre dedans de loin. Et là, tout n'a pas toujours été rose pour Ja Morant. Bien sûr, encore une fois, grâce à son handle, il sait créer la séparation, et balancer un pull-up avec un step back, par exemple. Ce n'est pas du tout un souci. Le problème, c'est plutôt l'adresse, la régularité. Comme on le voit ici sur la saison dernière, même si sa sélection de tir est plutôt bonne selon les analytics, plus il sort de la raquette et plus son adresse est inférieure à la moyenne des joueurs de la ligue dans les zones éloignées du panier. 30% de réussite à 3 points sur cette campagne, ce n'est pas non plus dégueu, mais c'est très loin d'être excellent. Mais ce qui est très cool, c'est qu'au vu de ce que l'on voit depuis le début de la saison, il y a de quoi être franchement rassuré. Ja Morant a-t-il passé l'été à bosser sur son shoot? On dirait bien. Sur les 5 premiers matchs, il est à plus de 40% de réussite, tout en tentant près de 7 par match à longue distance. S'il continue sur ce rythme, disons-le clairement, il va devenir injouable. Tu défends trop loin, il te bombarde, tu défends trop près, il te fume sur son premier pas. Tu veux faire comment en one-on-one? Après attention, hein, rien ne dit qu'il restera sur son nuage toute la saison, et son 2 sur 8 face aux Warriors par exemple dans la nuit de jeudi à vendredi était un peu moins hypant, même s'il a quand même fait un très bon match. C'est pour ça que je me dis que sur une campagne longue de 82 rencontres, il connaîtra forcément des coups de moins bien, des pannes de régularité, mais peu importe. De toute façon, ce que j'ai envie d'analyser concernant son scoring a lieu de manière globale. Ce que j'ai vu sur les 5 premiers matchs de cette saison me hype particulièrement. Le mec est dans une confiance absolue, et même si face aux Lakers il y a quelques jours il est reparti avec la défaite, il a su les punir comme il faut. Du côté de LA, on n'avait pas respecté son tir, on avait voulu qu'il choque et on lui a laissé le champ libre à 3 points. Résultat, et les Warriors en ont peut-être pris de la graine, quelques jours après il leur a posé un 5 sur 7, boum. S'il continue à shooter avec une telle réussite, comment tu veux le stopper? Il est déjà un casse-tête pour pas mal de coachs dans la grande ligue. Maintenant, je ne veux pas totalement m'enflammer non plus, hein, tellement cet échantillon de début de saison est faible. Mais quand même, il y a de quoi s'enthousiasmer. Mais allez, désormais, je veux quand même évoquer un point qui me fait un petit peu peur, et il est lié au risque de blessure. Paul George comparait Ja Morant à Derrick Rose tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a de ça au niveau des appuis et des changements de direction, mais ce dont il faut se rappeler aussi, c'est que l'ex-meneur des Bulls, avec son jeu à risque, s'est pété les croisés à 2 reprises, et n'a jamais pu revenir à son niveau de MVP. Bon après je le conçois, le raccourci est facile, hein, ce n'est pas parce que 2 joueurs possèdent un jeu qui se ressemble qu'ils connaîtront la même carrière et les mêmes pépins. Voilà pourquoi je veux quand même aller plus loin, en parlant de la façon de se réceptionner du meneur des Grises. Vous l'avez compris, hein, on l'a assez évoqué, depuis tout à l'heure, Ja Morant est un spécialiste du dunk. Il décolle comme une fusée, absorbe les contacts comme il peut et explose tout sur son passage, sauf que lorsque l'on fait moins de 80 kg et qu'on va se frotter au big man, il faut s'attendre à recevoir quelques chocs, à se déséquilibrer puis à se réceptionner difficilement. Et c'est justement ces atterrissages là, souvent sur une seule jambe avec le corps complètement désarticulé qui m'inquiète. Franchement, ce genre d'impact est très mauvais pour les genoux, et régulièrement, en cas de torsion notamment, ce sont les ligaments qui prennent. Je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie ici, mais les croisés en gros permettent au tibia et au fémur de rester dans l'axe, et éviter lors d'un trop gros appui que le genou se décale latéralement ou vers l'avant. Quand après un dunk d'une telle puissance, tu mets autant de pression sur ton articulation et que tu te réceptionnes de façon un peu tordue, forcément tu prends des risques. Je ne veux pas non plus lui porter la poisse, mais je serai le staff des Grizzlies, j'essaierai de travailler un petit peu avec lui sa mécanique de réception. Honnêtement, il y a plein de fois où je serre les dents quand je le vois retomber et j'aimerais qu'il trouve des solutions pour éviter de prendre ces risques inutilement. Puis même sans parler d'une blessure aussi grave que les croisés, d'autres soucis pourraient avoir lieu quand même. Et là, franchement, au vu du niveau de confiance qu'il est en train d'atteindre, je détesterais que, comme lors de son début de saison sophomore, une nouvelle blessure lui coupe les ailes. De plus, à Memphis, au vu du temps qu'il a fallu à certains joueurs comme Jaren Jackson Jr. ou Justice Winslow pour revenir de leurs blessures, le staff médical a plusieurs fois essuyé quelques critiques. Heureusement, certains spécialistes ont été recrutés l'an dernier et ont fait du bon boulot, avec Xavier Tillman notamment. Mais en vrai, ce que l'on peut souhaiter à Ja Morant avant toute chose, c'est qu'il n'ait juste jamais plus besoin de passer entre leurs mains. Sauf que bon, stop, je vais attirer le bad karma si je continue. Alors revenons au jeu et parlons d'un autre point qui pourrait inquiéter, sa défense. Autant Ja Morant est un attaquant très complet, autant de l'autre côté du terrain, c'est difficile de dire exactement la même chose. Dans le domaine, les qualités athlétiques ne suffisent pas, et même s'il est très vif, il peut souvent être sur courant alternatif, d'autant plus que sa taille et son poids ne lui permettent pas vraiment de switcher sur plus grand ou plus costaud. Voilà pourquoi certains coachs peuvent le cibler. Ça, même s'il a bossé, on dirait, à la salle pour développer le haut de son corps, ça ne changera pas non plus du tout au tout d'ici la fin de sa carrière. Sauf que mine de rien, même si je ne le vois jamais, soyons honnêtes, devenir all defensive, je suis peut-être moins inquiet que certains. Quand je le regarde, je le trouve actif et malin, et surtout
il a toujours un temps d'avance, qui même si ça ne lui permet pas de rester sur l'homme, lui offre quelques contres et quelques interceptions. Même si ces chiffres peuvent mentir et ne font pas forcément de toi un lockdown, il limite la casse, et le mec peut compenser son manque de longueur et son manque de physique par sa vitesse, mais aussi sa dureté. Car ouais, Morent est un tough guy, et c'est important pour moi de ce côté-là du terrain. Quand tu fais l'effort, que tu joues de façon énergique et que tu combats, j'ai l'impression que tu fais au moins 50% du taf défensif. Donc ça, je pense vraiment que le meneur peut le faire, car notamment au niveau du mental, il possède également beaucoup de qualités que j'affectionne. Déjà, vous l'avez compris, depuis son enfance, Ja a toujours eu à prouver des choses, que ce soit sur les playgrounds, que ce soit au lycée, que ce soit à la fac et même dans la grande ligue. Les mecs comme ça, talentueux mais aussi très exigeants avec eux-mêmes, qui se pensent constamment sous-cotés et qui, pour démontrer le contraire, jouent avec hargne, passion et leadership, ça crée souvent de bons cocktails. La preuve d'un mec qui a failli ne pas trouver de bourse à la fac, il est passé à un mec capable de mettre 47 points lors de son deuxième match de playoff en carrière à moins de 22 ans. Franchement, c'est ouf. Sauf que affoler les compteurs, si c'est pour perdre à la fin, ça ne lui suffit pas, et c'est tant mieux. C'est aussi la signature des grands compétiteurs. Pour illustrer ça, je trouve que le match d'il y a quelques jours face aux Lakers est un exemple parfait. Le meneur réalise un match énorme, mais les Grizzlies sont derrière. C'est alors que dans le money time, il obtient 3 lancers francs qui peuvent lui permettre de décrocher la prolongation. Les deux premiers rentrent, ce qui lui permet d'atteindre une ligne statistique gargantuesque. 40 points à 13 sur 21, 10 passes et 3 interceptions. Malheureusement, le troisième refuse d'aller dans le cercle et Memphis doit repartir avec la défaite. Allez, pas grave, ça arrive, même au meilleur, mais ce que j'ai kiffé, c'est que suite à ça, Ja ne s'est pas caché derrière son petit doigt. Il fait partie de ces joueurs qui savent quoi faire quand ils échouent, assument et promettent de revenir meilleurs. N'y voyez pas une attaque envers Ben Simmons, s'il vous plaît, on ne parle pas de lui aujourd'hui. Parce que ouais, ce jour-là, bien que Ja ait porté son équipe du début à la fin du match, la première chose qu'il a faite après son lancer raté, ça a été d'endosser ses responsabilités, en s'excusant. Dès que j'ai raté le lancer, tous les gars sont venus me voir en me demandant si ça allait. Ça a été la même chose dans le vestiaire et j'apprécie ça de leur part. Ça représente beaucoup de savoir qu'ils me soutiennent. Mais je suis très dur avec moi-même et ce que j'ai fait ce soir dans ce match, je m'en fous. J'ai raté le lancer pour égaliser et c'est à peu près tout ce à quoi je pense. Heureusement, l'échec forge le caractère et je n'ai plus qu'à continuer à travailler pour corriger le tir. Avec ce tempérament, ses potes des Grizzlies savent qu'ils peuvent aller à la guerre avec lui et ça c'est souvent la marque des vrais leaders. Ses teammates croient en lui, pas seulement parce qu'il est hyper talentueux sur un terrain, mais aussi pour la personne qu'il est, le mental qu'il possède et sa façon d'emmener tout le monde dans son sillage dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Y a pas à dire et ça se voit de toute façon, à chaque fois qu'on regarde Memphis jouer, ça tire tout le monde vers le haut quand t'as une telle personnalité dans l'équipe. Tu sais que Morent ne sera jamais satisfait, ne se reposera jamais sur ses lauriers, t'as juste envie de faire pareil quand tu joues avec lui, surtout quand tu as la quasi-certitude qu'il restera fidèle à la team, pour laquelle il se battra donc, quoi qu'il arrive. Parce que oui, j'ai parlé de fidélité, et ça fait partie encore des choses que j'aime dans son mental. A priori, il est très bien à l'idée de rester sur le long terme avec les Oursons. Quand beaucoup de joueurs de grand talent veulent rejoindre des super teams pour maximiser leurs chances de remporter des bagues, Morent, lui, semble fait d'un autre bois, il semble différent. Bien qu'il évolue dans un petit marché, le mec répète sans cesse qu'il aime tout à Memphis, qu'il s'y sent comme dans sa famille. Sa prolongation l'été prochain ne semble être qu'une formalité car jamais il n'a caché ses intentions de re-signer dans le Tennessee. Les dirigeants des Grizzlies lui ont fait confiance le soir de la draft et il le leur rend bien. Cette équipe, c'est déjà la sienne, il croit en elle, comment ne pas kiffer? Par contre, il y a aussi de vraies questions qui se posent. Son supporting cast est-il suffisant pour envisager la win? A-t-il raison de croire en cette team? Je le répète souvent, dans le basket, on ne gagne jamais seul, et pourtant ce sont bien les bagues qui te donnent le principal argument pour construire ta legacy individuelle. Ja Morant n'atteindra jamais les sommets dans les esprits des observateurs s'il n'obtient pas un minimum de résultats collectifs, au moins à moyen terme. Alors que peut-on espérer objectivement de ces Grizzlies? Fort de sa participation aux playoffs l'année dernière, l'équipe a su résister à la tentation de transférer ses assets pour faire all-in, pour décider plutôt de miser sur son noyau de jeunes, composé entre autres de Jaren Jackson Jr., Dillon Brooks, Brandon Clark et Desmond Bane. Déjà, cette continuité est plutôt appréciable. Le changement principal en fait, c'est le départ de Jonas Valanciunas, remplacé dans la raquette par Steven Adams. Sur le coup, Memphis perd clairement en termes de jeu au poste et d'attaque intérieure, mais gagne probablement en défense et en dureté avec le néo-zélandais et son physique de rocher. Je trouve que ce move va très bien dans la mentalité grit and grind, qui, quoi qu'on en dise, persévère dans cette franchise à travers les années. Le départ de Grayson Allen vers les Bucks, quant à lui, pourrait piquer, mais je trouve que son remplacement poste pour poste par Jarrett Culver pourrait quand même être intéressant et compenser certaines choses. À Memphis, avant tout, on capitalise sur le groupe déjà présent et ses progrès. Je trouve ça plutôt cool. Et évidemment, là-dedans, celui dont on attendra le plus, excepté Ja Morant, c'est Jaren Jackson Jr. avec sa récente prolongation de 4 ans à 105 millions de dollars. Ça peut paraître cher au premier abord pour un mec qui n'a joué que 11 petits matchs de saison régulière l'année passée, mais au final, ça peut peut-être quand même valoir le coup. Malgré son physique de mammouth, sur un terrain, à l'intérieur peut tout faire, en attaque comme en défense, que ce soit courir,
jouer au poste, attraper des rebonds, poser des contres ou encore rentrer des shoots de loin. Son historique de blessures inquiète, c'est vrai, mais son potentiel, à seulement 22 ans, lui aussi, est quand même super intéressant et super hypant. Maintenant c'est sûr, j'aimerais qu'il arrive, notamment actuellement, à mettre un peu plus ses shoots dedans. Ses pourcentages depuis son retour de blessure ont vraiment chuté. Évidemment, ça le handicape, et son début de saison en ce sens n'est pas des plus rassurants. Mais bon, si nous étions patients un petit peu. Aux yeux de beaucoup, je l'ai vu dans mon live concernant les breakout players, il fait partie de ceux qui selon vous vont exploser cette saison, dès qu'il retrouvera ses jambes et se réhabituera au rythme hyper intense de la NBA. Le mec a des mains en or, un vrai toucher, et a peut-être juste besoin de réussir à rester en bonne santé pour retrouver l'excellent niveau qu'il avait affiché lors de sa saison sophomore. Son duo avec Ja Morant ne nécessite probablement que du temps et de l'XP pour se développer et trouver des automatismes. Aujourd'hui, impossible de promettre que ça suffira pour aller loin, mais peu importe, car le jeune âge de cette doublette permet quand même d'être très optimiste. Surtout que bien évidemment, ils ne sont pas seuls dans cette équipe. Les wins, ça ne va pas se chercher à seulement 2 joueurs. Outre Steven Adams, que l'on a déjà abordé, et Kyle Anderson, qui apporte son expérience et sa polyvalence parmi les starters, Dillon Brooks vient compléter le 5 en temps normal. Bon, le concernant, je ne suis pas hyper fan de sa sélection de tir, et parfois il peut se transformer en croqueur, mais lorsque ça tombe dedans, comme ce fut le cas en playoff la saison passée où le gars a tourné à 26 points par match, ça peut être fatal. Tout ça c'est déjà pas mal, mais ça ne fait pas tout, même si actuellement on ne peut pas trop en parler parce qu'une fracture à la main l'écarte des parquets. Le gars du haut de ses 25 ans, et c'est ça qui fait sa définition, est un énorme compétiteur, qui ne rechigne jamais à mettre des coups, à se battre en défense, à voler des ballons, et qui souvent partira en mission pour étouffer la star offensive adverse. Encore une fois, ça dans la mentalité grit and grind véhiculée à Memphis, ça parle forcément aux fans. Ce que j'aime bien en fait dans cette équipe, si vous faites le bilan depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a de la cohérence. On a un groupe qui semble vraiment fité, avec des joueurs qui prônent les mêmes valeurs de combat tout en se complétant les uns les autres. Si Ja Morant peut connaître des moments de faiblesse en défense, c'est pas grave, ses potes seront là pour commencer, et au niveau du tir extérieur, c'est pareil. Lorsque le meneur ne sera pas en réussite, d'autres pourront mettre dedans, j'en ai déjà parlé, et j'ai même pas évoqué Desmond Bane ou D'Anthony Melton. Puis revenons à Kyle Anderson aussi, parce que même si je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, ce qu'il apporte me plaît beaucoup. Slow-mo, dans un style au ralenti complètement opposé à celui de Morant, peut à la fois créer grâce à son QI basket et sa vision de jeu, mais aussi défendre à tous les postes grâce à sa taille et son envergure. Avec son rôle de couteau suisse, il est une pièce essentielle du collectif des Grizzlies. Il y a aussi Brandon Clark qui, avec sa capacité énorme à être toujours placé où il faut, quand il faut, s'intègre de façon complètement cohérente à ce dispositif. Avec seulement 2 saisons dans les pattes, l'ailier fort semble pouvoir capter tous les plans de jeu de Taylor Jenkins comme un vétéran, c'est cool. Et Taylor Jenkins d'ailleurs, le coach, parlons-en, car je trouve que son travail est bien trop souvent sous-coté. À mon sens, il a vraiment su donner une identité à ses Grizzlies, qui s'axe sur le collectif, la complémentarité et le sens du sacrifice. En donnant une mission précise à chacun, il arrive régulièrement à tirer le maximum de toutes ses pièces. À Memphis, on se bat ensemble, et si un joueur choke dans un domaine, un autre arrivera pour compenser et prendre le relais, c'est appréciable. Il est important de mettre du respect sur le leader d'homme, mais aussi le tacticien qui est Taylor Jenkins, j'y tiens. Du coup, tout ça c'est super intéressant, mais est-ce que ça suffira pour pouvoir viser un titre à court terme? Parce que bien sûr, c'est le but en NBA. Bon, là je vais être fataliste, non, ça ne suffira clairement pas à court terme, mais peu importe. Du côté du management des Grizzlies, ça semble évident, clair comme de l'eau de roche. On prône la patience, la continuité et le développement des jeunes. Cette team, c'est un projet et je trouve que c'est plutôt bien de laisser tout ça maturer autour du leader qu'est Ja Morant pour voir où ça mène à plus long terme. Grayson Allen, par exemple, quand il s'est barré à Milwaukee, avait complètement capté tous les objectifs et toute la mentalité de sa désormais ex-franchise. Ils ne sont pas dans l'urgence, ils ont encore le temps pour devenir des contenders. J'ai compris ça en jouant avec eux. Dans cette équipe, il y a un groupe où personne n'est mis en marge et qui a fait des progrès chaque saison. Il n'y a pas de raison que cela s'arrête. C'est exactement ça. Alors bien sûr, il y a un maximum d'inconnus, et pour pouvoir gagner, au moins à moyen terme, il va falloir espérer que tout clique. Dans un monde idéal, dans cette bonne ambiance de travail qui paraît régner, Ja Morant gardera son adresse folle à longue distance, Dillon Brooks reviendra en pleine forme et soignera sa sélection de tir, Jaren Jackson Jr. se remettra dans le rythme, Brandon Clark retrouvera sa confiance, ça fait beaucoup de si. Mais bon, la team est tellement jeune qu'il n'y a quand même pas de raison pour qu'au moins une majorité de ces inconnus puissent trouver quand même une réponse favorable. Les progrès ne vont pas tous arriver en un claquement de doigts, mais ils ne vont pas tous non plus se stopper net d'un coup, c'est inconcevable. Alors évidemment, il est bien trop tôt pour dire que cette équipe visera un jour les sommets de la conférence Ouest, mais le potentiel est présent et il est prometteur. Mais surtout, je pense que si Ja Morant continue sur sa lancée, il possède tout ce qu'il lui faut pour s'épanouir au max dans cette équipe. Et justement, après avoir brossé tous ces aspects, répondons à notre question, jusqu'où peut-il aller notre cher Ja dans ce contexte? Déjà soyons clairs, que ce soit par ses qualités athlétiques électrisantes, sa vitesse, son handle, ses drives, son QI basket, sa vision de jeu et son mental de tueur, le gars
gamin est spécial et a tout pour devenir All-Star dès cette saison. Ses progrès vont tirer tous ses potes vers le haut et cela aura forcément une incidence sur les résultats des Grises. Et ça, je le répète encore une fois, les perfs collectifs, c'est important, très important lorsque l'on vise des awards ou des distinctions. Maintenant, quel est son plafond à Morant? C'est dur à prédire. Pourra-t-il devenir un jour MVP comme on me l'a dit sur les réseaux? C'est sûrement trop tôt. Lors de ses bons soirs individuellement, clairement il l'affiche ce niveau de MVP. Et ce qui est bien, c'est que ses meilleurs perfs, il est capable de les réaliser quand ça compte. Ses 30 points, 8 passes et 5 rebonds de moyenne pendant les playoffs sont là pour le prouver. Le meneur peut faire partie de l'élite. Sauf que pour être MVP, il faut cumuler beaucoup de choses. Les statistiques individuelles, les résultats collectifs, mais aussi la régularité et la santé. Et là, en termes de hype et de chiffres, on a un vrai candidat, mais clairement, sa réussite dans les autres domaines, pour l'instant, reste un peu floue, un peu prématurée. Comme je l'ai dit plus tôt, la première chose que je peux lui souhaiter, surtout, c'est d'éviter les pépins physiques, car une blessure pourrait vraiment représenter un coup d'arrêt dommageable. On n'en est pas là, hein, mais ça pourrait être catastrophique, et vu que dans cette vidéo, on est là justement pour faire des hypothèses, rien n'est à écarter. Mais voilà, n'en faisant pas trop non plus, alors oublions un petit peu les blessures et le trophée de MVP pour conclure là-dessus. Ja Morant possède actuellement beaucoup de voyants allumés, beaucoup de voyants ouverts pour devenir un jour une superstar en NBA. Son mental et sa confiance peuvent lui permettre de soulever des montagnes, et au vu de son début de saison, là, actuellement, c'est désormais tout ce que l'on attend de lui. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il ne fait pas encore partie des 5 meilleurs meneurs de la ligue, mais peu importe, mon petit doigt me dit qu'il arrivera très vite, sauf cataclysme, à rentrer dans ce cercle. Voilà pour ce qui est de Ja Morant, voilà pour ce qui est de mon 70e Coast to Coast. Ça vous a plu et surtout vous en pensez quoi vous de Ja Morant? Futur All-Star, futur Superstar, futur MVP ou alors joueur complètement surcoté? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse fort. Puis si vous voulez vous forger votre opinion de la manière la plus précise possible, je suis obligé de vous le rappeler, hein. En ce moment je suis ambassadeur pour NBA Europe et j'ai un lien à vous proposer pour vous procurer le NBA League Pass, c'est dans la description. Donc go cliquer, non seulement vous ne manquerez plus un seul match des Grises, mais en plus vous soutiendrez fortement la chaîne. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. C'est très bon pour le référencement ça. Attention, tous ceux qui ne le feront pas, je ferai en sorte que vous finissiez comme Elvis lors de ces dernières années. Bah ouais, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas encore Ja Morant, l'icône à Memphis, c'est encore et toujours Elvis Presley. Merci en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là, c'est très important ça aussi, pour le référencement, vous êtes des boss. Et je n'oublie pas non plus, gros big up à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee, vous apportez une force incroyable. A très vite. Стали крупными решать. Отлично.